La Russie est sous le choc. Le pays a subi plusieurs frappes réussies des forces armées ukrainiennes ces derniers jours sur des sites clés, notamment des aérodromes, des bases et des raffineries. Et la situation pourrait encore empirer, l'Ukraine envisageant potentiellement une attaque bien plus audacieuse. Une attaque qui pourrait paralyser la machine de guerre russe à une échelle jamais vue auparavant. Pour bien comprendre cette attaque potentielle, il vaut la peine de revenir sur la récente frappe contre le pont de Kertch. Ce pont relie la Russie continentale à la péninsule de Crimée, qui est officiellement reconnue comme appartenant à l'Ukraine, mais a été annexée de force et occupée par les Russes depuis 2014. Le pont a coûté environ 3,7 milliards à construire et s'étend sur environ 12 miles, soit 19 km au total. Du point de vue russe, c'est un exploit remarquable d'ingénierie et un élément vital de l'infrastructure logistique. Le pont, avec ses voies routières et ferroviaires, permet à la Russie de transporter des fournitures et des personnes en relative sécurité vers et depuis la région. Bien sûr, la plupart des Ukrainiens ne voient pas le pont sous le même angle. Pour eux, c'est un symbole de l'oppression russe, de l'agression et du vol illégal de terres ukrainiennes. Il n'est donc pas surprenant que l'armée ukrainienne ait visé le pont à de nombreuses reprises depuis le début de la guerre, un ancien général de division, Dmitri Marchenko, l'ayant même qualifié de cible numéro 1 pour les forces armées ukrainiennes. Il y a eu des attaques en 2022 et en 2023, puis une troisième frappe a eu lieu il y a seulement quelques jours, le 3 juin 2025. Cette attaque, orchestrée par le service de sécurité d'Ukraine, a consisté à placer des explosifs sous l'eau sur les supports structurels du pont. Ces explosifs ont été placés discrètement pendant plusieurs mois, sans que les Russes ne s'en aperçoivent. Le 3 juin, les explosifs ont été déclenchés. Comme détaillé dans une publication du service de sécurité d'Ukraine sur Telegram, le service de sécurité d'Ukraine a mené une nouvelle opération spéciale unique et a frappé le pont de Crimée pour la 3e fois, cette fois sous l'eau. L'opération a duré plusieurs mois. Les agents du service de sécurité d'Ukraine ont miné les piliers de cette installation illégale et aujourd'hui, sans aucune victime parmi la population civile. À 4h44 du matin, le premier engin explosif a été déclenché. Les piliers sous-marins des supports ont été gravement endommagés au niveau inférieur. 1100 kg d'explosifs, en équivalent trinitrotoluène, ont contribué à cela. En fait, le pont est en état d'urgence. L'agence a également partagé des images vidéo sur X, montrant le moment de l'explosion, avec une énorme gerbe d'eau s'élevant dans les airs. L'attaque n'a pas mis le pont hors service très longtemps. Les reportages indiquent que l'aéroport était de nouveau opérationnel, presque normalement, quelques heures seulement après l'explosion. Donc, à première vue, cette attaque ne semble pas être un grand succès. Cependant, certains médias russes et analystes ont exprimé des inquiétudes selon lesquelles l'attaque contre le pont de Kertch n'était qu'un exercice d'entraînement. Une répétition pour quelque chose de bien plus grand et de bien plus dévastateur. Voici ce qui effraie la Russie. Depuis l'attaque du pont, une grande question se pose. Comment l'Ukraine a-t-elle réellement placé et déclenché les explosifs? Si l'on en croit la version des forces armées ukrainiennes concernant l'attaque, plus d'1 tonne d'explosifs a été placée sous l'eau sur les piliers du pont. Les experts s'accordent à dire qu'il serait extrêmement risqué pour des plongeurs humains de mener une telle opération dans une zone aussi surveillée. Ce serait un exploit pour des équipes de plongeurs humains de réaliser cela, surtout dans une zone aussi bien surveillée. La Russie accorde une grande importance à ce pont et a dû faire face à plusieurs frappes ukrainiennes contre la structure depuis le début de la guerre. La Russie a renforcé ses défenses autour du pont de Crimée, avec des patrouilles d'hélicoptères, des gardes, des défenses aériennes, des caméras, et des systèmes anti-plongeurs et anti-sabotage. Pour cette raison, certains analystes, y compris du côté russe, ont commencé à spéculer que l'Ukraine aurait pu utiliser des drones sous-marins avancés pour à la fois placer et faire exploser les bombes. Cela n'a été ni confirmé ni démenti par les Ukrainiens, donc ce ne sont que des spéculations pour l'instant. Cependant, des analystes ont mentionné plusieurs drones que le service de sécurité d'Ukraine aurait pu utiliser pour cette mission spécifique. Une option est le drone Toloka TLK 150 qui a été présenté publiquement. Il mesure un peu plus de 2,50 m de long, peut parcourir des distances de plus de 100 km et a une charge utile maximale comprise entre 20 kg et 50 kg. Grâce à sa petite taille, ce drone est sans doute le meilleur pour les missions secrètes. Comme poser des explosifs derrière les lignes ennemies, car il a le moins de chances d'être détecté sur les radars ennemis ou d'autres systèmes de surveillance.
Il existe deux autres modèles de drones sous-marins Toloco actuellement connus, le TLK 400 et le TLK 1000. Le TLK 400 peut mesurer près de 6 mètres de long, avec une portée impressionnante de presque 1200 km et une capacité d'ogive de plus de 500 kg. Le TLK 1000 va encore plus loin. Il peut atteindre près de 12 mètres de long, avec une portée de près de 2000 km et une capacité de charge utile supérieure à 5000 kg. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a présenté les drones Toloco, ainsi que d'autres ajouts avancés et innovants à la technologie de défense de l'Ukraine, dans une vidéo publiée sur son compte Telegram en février de cette année. Une autre option possible pour des attaques sous-marines, comme celle du pont de Kerch, pourrait être le drone Marichka. Des images vidéo de ce véhicule sous-marin sans pilote ont été montrées en 2023. Il mesure presque 6 mètres de long, avec une portée d'environ 1000 km et une capacité de charge utile annoncée de plus de 1000 kg. Le projet de drone Marichka a été réalisé par des ingénieurs bénévoles, plutôt que par des sous-traitants militaires ou de grands fabricants de défense. Les dons du public ont financé le projet, chaque Marichka coûtant environ 400 000 $. Quel que soit le modèle de drone utilisé par l'Ukraine, la Russie devrait être très préoccupée par cette technologie. Voici pourquoi. Il est possible que l'Ukraine ait utilisé plusieurs drones Toloka ou Marichka sur plusieurs mois pour placer des explosifs sur le pont de Kerch, puis les faire exploser. Si c'est vrai, cela prouverait à l'Ukraine sa capacité à frapper la Russie non seulement depuis les airs, mais aussi par en dessous. Déployant ces drones furtifs cachés sous les vagues pour éliminer des cibles russes avec une précision et une efficacité implacables. Et si c'est le cas, il est tout à fait probable que l'attaque contre le pont de Kerch ait été bien plus réussie qu'il n'y paraissait au premier abord, car il ne s'agissait pas seulement de causer des dégâts ou de mettre le pont hors service. C'était aussi peut-être une mission de collecte de renseignements. Un moyen pour l'Ukraine de voir à quel point ces drones sous-marins étaient efficaces, afin de pouvoir planifier des attaques bien plus sérieuses contre d'autres cibles russes. Ces cibles pourraient, en théorie, inclure certains des biens les plus précieux de la Russie, ces sous-marins nucléaires, qu'elle garde dans des installations hautement sécurisées. Dans la péninsule du Kamtchatka, située à l'extrême est de la Russie, à des milliers de kilomètres de l'Ukraine, voici comment une attaque potentielle pourrait se dérouler. L'Ukraine pourrait cacher suffisamment de drones sous-marins sur des porte-conteneurs, camouflés pour sembler inoffensifs. Bien qu'aucune source directe ne confirme cette tactique, les analystes la considèrent comme plausible. Cela suivrait le modèle de la récente opération ukrainienne Toile d'araignée, où des drones ont été introduits en Russie discrètement, à bord de camions. Les camions semblaient en transporter de simples cabanes en bois, mais étaient en réalité remplis d'explosifs, qui ont fini par s'abattre sur plusieurs bases aériennes à travers le pays. Les porte-conteneurs auraient une longue distance à parcourir, mais pourraient quitter l'Ukraine et traverser la mer Noire, en empruntant un itinéraire passant par la Turquie via le Bosphore, puis par le canal de Suez et la mer Rouge pour contourner l'Afrique et enfin rejoindre l'océan Indien. De là, les navires pourraient contourner l'Australie, puis remonter vers le nord en direction de l'extrême-orient russe. Il y a plusieurs facteurs clés qui jouent en faveur de l'Ukraine ici. Premièrement, elle a déjà une flotte marchande, dont des porte-conteneurs, qui pourraient être réaffectés à cette mission. Ensuite, les porte-conteneurs sont notoirement difficiles à contrôler et à inspecter en raison de leur taille immense et du temps, ainsi que des ressources nécessaires pour inspecter chaque conteneur sur chaque navire. En théorie, cela faciliterait la dissimulation non détectée de drones à bord par l'Ukraine. Et troisièmement, l'Ukraine peut tirer parti de son solide réseau d'alliés à travers le monde pour planifier son itinéraire et transporter discrètement les drones là où ils doivent aller. Elle pourrait coordonner sa route maritime vers des ports internationaux exploités, par exemple par l'Australie, les États-Unis et le Japon. Cela réduirait à nouveau les risques d'interception ou d'inspection rapprochée des navires par les Russes. Les différents services de renseignement de ces nations alliées pourraient là même collaborer avec le service de sécurité d'Ukraine ukrainien pour permettre aux conteneurs de passer sans déclencher d'alerte. Une fois que les navires atteindraient les environs de l'extrême-orient russe, ils pourraient prendre position dans des zones comme la mer du Japon ou la mer d'Okhotsk. Si les Ukrainiens étaient particulièrement audacieux, ils pourraient même tenter d'accoster dans des ports russes. Ils ont réussi à faire traverser toute la Russie à des camions chargés de drones sans être détectés lors de l'attaque de la Toile d'araignée. Mais puisque les drones TLK 400 et TLK 1000 ont une portée aussi impressionnante, les Ukrainiens n'auraient même pas besoin de prendre le risque de s'approcher trop près. Ils pourraient positionner leurs navires dans la zone générale des bases navales russes et laisser les drones parcourir le reste du trajet par eux-mêmes. Dans tous les cas,
Une fois que les navires sont en place, il ne restera plus qu'à donner l'ordre et lancer l'attaque. Plusieurs drones sous-marins, y compris le plus destructeur, le TLK-1000S, pourraient être déployés instantanément, soit depuis les ponts des navires, soit par des ouvertures potentielles spéciales sous-marines cachées sous la surface de l'eau. Les drones ont été lancés vers leur cible. Celle-ci pourrait inclure les sous-marins nucléaires, extrêmement précieux et importants du Kamtchatka, ainsi que les différents navires de la flotte de surface du Pacifique russe, qui sont basés dans la ville portuaire orientale de Vladivostok. Là-bas, la Russie dispose d'une flotte coûteuse de destroyers, de corvettes et de son navire amiral, l'énorme croiseur de classe Slava, Variag. Il est impossible d'estimer l'ampleur des dégâts que l'Ukraine pourrait causer avec ce type d'attaque. Mais cela représentera sûrement un coup massif et peut-être paralysant pour l'armée russe, un coup dont elle pourrait avoir besoin de plusieurs années pour se remettre. Ceci est dû à la puissance destructrice des drones en question. De nombreuses frappes de drones ciblent des cibles individuelles. Cependant, l'énorme TLK ukrainien, 1000 pouvant transporter des ogives de plusieurs milliers de livres, pourrait aisément atteindre, endommager et même couler plusieurs navires en une seule attaque. Si l'Ukraine neutralisait un seul sous-marin nucléaire russe, ce serait une victoire colossale pour le pays et une perte sans précédent pour la Russie. Certains de ces navires valent des centaines de millions de dollars. Les sous-marins nucléaires de la classe Borei, par exemple, sont estimés à plus de 800 millions chacun, et on pense que la Russie en a 7 en service. Aujourd'hui, le président russe, Vladimir Poutine, est très fier de l'arsenal nucléaire de son pays. En effet, il s'appuie souvent sur cela lorsqu'il cherche à exercer son influence sur le monde. Il a régulièrement menacé les pays occidentaux, dont ceux de l'OTAN, d'une possible action nucléaire. Par exemple, lors de son discours présidentiel annuel devant l'Assemblée fédérale en février 2024. Poutine a répondu à la possibilité que des pays de l'OTAN envoyaient des soldats pour soutenir l'Ukraine, en déclarant « Nous avons aussi les armes capables de frapper des cibles sur leur territoire ». Il suggère maintenant d'effrayer le monde entier avec tout cela. Cela soulève la menace réelle d'un conflit nucléaire qui détruirait notre civilisation. Il est vrai que la Russie possède certainement assez d'armes nucléaires pour provoquer une dévastation à grande échelle. Elle en possède plus que n'importe quel autre pays au monde, même plus que les États-Unis et l'OTAN. Les statistiques récentes suggèrent que la Russie possède environ 5580 ogives au total, tandis que les 3 nations nucléaires de l'OTAN, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, en comptent ensemble environ 5559, bien que les chiffres varient légèrement selon les sources. Cependant, si l'Ukraine parvenait à couler, ou même à endommager certains des sous-marins nucléaires russes, cela porterait un coup sévère à la position géopolitique de la Russie. L'idée d'une Russie invincible et toute puissante, exactement comme Vladimir Poutine aime présenter son pays, semblerait soudainement un peu moins crédible. Les fanfaronnades et la rhétorique de Vladimir Poutine seraient aussi beaucoup moins effrayantes et sérieuses qu'auparavant. En effet, les conséquences à long terme de ce type d'attaque pourraient être catastrophiques pour le Kremlin. Les sous-marins ont subi des dommages partiels. Leur réparation exigerait d'importants investissements et ressources. L'Ukraine pourrait aggraver les coûts de réparation pour la Russie en détruisant ou endommageant d'autres navires de sa marine, tels que les corvettes et les destroyers. Chaque navire coulé, détruit ou endommagé représenterait une victoire, et la Russie pourrait rapidement sombrer dans la panique si l'Ukraine réussissait une attaque de ce genre. Cela ferait assurément prendre conscience aux Russes de la réalité de la guerre comme jamais auparavant, et pourrait suffire à changer les mentalités dans tout le pays. Peut-être que cela pousserait une plus grande partie de la population à se demander pourquoi l'invasion continue encore, et si cela vaut vraiment la peine de poursuivre. Cela nuirait certainement à la popularité et à l'héritage de Poutine de façon considérable. Et certains, voire tous, des oligarques qui le soutiennent pourraient aussi commencer à remettre plus sérieusement en question son leadership, voire organiser un coup d'État pour le renverser. Et l'aspect le plus inquiétant pour la Russie, c'est que l'Ukraine a déjà démontré sa capacité à mener des attaques destructrices et secrètes sur le sol russe, allant même jusqu'à frapper avec succès des cibles situées à des milliers de kilomètres de la frontière ukrainienne. Le 1er juin, elle a mené l'opération Toile d'araignée. Comme mentionné précédemment, cette mission impeccablement planifiée, pour laquelle l'Ukraine a passé plus de 18 mois à se préparer, consistait à faire passer clandestinement des drones à travers la Russie, vers plusieurs sites stratégiques. Les drones étaient dissimulés dans des camions qui étaient repositionnés près de 4 grandes bases aériennes militaires, Olenia, Diaghilevo, Ivanovo-Saveni et Belaya, une 5e base, Ukrainka,
situé près de l'extrême est de la Russie, faisait également partie des plans initiaux. Mais cette étape a été abandonnée suite à l'incendie du camion transportant les drones. Une fois les camions positionnés, les toits rétractables les dissimulaient. Les drones ont été retirés, et plus d'une centaine de drones ont pris leur envol, déversant le feu sur les aérodromes et les bases à proximité. Ils ont concentré leur feu principalement sur les bombardiers stratégiques russes, comme le 295, le 222 et le 2160. Selon des sources ukrainiennes, plus de 40 de ces appareils ont été touchés avec succès, et au moins 13 d'entre eux complètement détruits. Cependant, des sources indépendantes confirment seulement que les dégâts étaient importants, les chiffres exacts variant légèrement. Au total, les bombardiers endommagés et détruits représentent un tiers de toute la flotte de frappe à longue portée de la Russie. En un seul coup, l'Ukraine a réussi à porter un coup gigantesque à son ennemi. Et même si certains des bombardiers peuvent encore être réparés, il sera extrêmement difficile et coûteux pour la Russie de les remettre en état. Les bombardiers russes ne sont pas encore en production, donc les appareils perdus ne peuvent pas être remplacés par de nouveaux. On estime que le pays a subi des dégâts d'une valeur de 7 milliards. Mais le succès de l'opération Toile d'araignée ne se résume pas seulement à l'ampleur des dégâts causés, au nombre d'avions détruits ou à la somme d'argent que la Russie vient de perdre. Cela signifie bien plus que cela pour ceux des deux camps de la guerre. Parce que cela a prouvé une bonne fois pour toutes que l'Ukraine n'est pas seulement capable de se défendre et de repousser les attaques russes, elle est aussi capable de passer à l'offensive de manière très importante. La Russie savait que l'Ukraine avait la puissance de feu nécessaire pour lancer des contre-attaques près de sa frontière ou tirer des missiles au-delà des lignes de front. Mais elle n'aurait jamais pu imaginer que le service de sécurité d'Ukraine avait la capacité d'organiser une attaque d'une telle ampleur et de frapper des cibles aussi profondément à l'intérieur du territoire russe lui-même. Elle pensait sûrement que ces bases, surtout celles situées aussi loin de la frontière ukrainienne, comme Belé et l'Extrême-Orient, étaient en sécurité et à l'abri des missiles ou des attaques de drones ukrainiens. Mais elle s'est trompée. La Russie est maintenant paniquée, ignorant les capacités de l'Ukraine et ses prochaines cibles potentielles. Enfin, ce sont les Russes qui doivent maintenant penser de manière défensive, se demandant comment ils peuvent protéger leurs bases et leurs équipements militaires les plus coûteux et les plus importants contre de futures frappes. Il n'est donc pas surprenant que les analystes militaires russes craignent une attaque contre les sous-marins nucléaires au Kamtchatka. Il y a quelques semaines, une telle attaque aurait paru absurde, mais aujourd'hui, c'est une possibilité réelle. Et l'Ukraine a également prouvé à quel point elle est efficace pour garder ses plans militaires secrets. Les Russes, n'ayant aucune connaissance de l'opération Toile d'araignée, ont été totalement surpris. Qui sait ce que le service de sécurité d'Ukraine pourrait être en train de planifier et quels équipements il pourrait déjà être en train de positionner, attendant simplement le bon moment pour frapper. Ainsi, même si l'attaque contre le pont de Kerch a pu sembler relativement mineure dans l'ensemble, surtout comparée aux frappes beaucoup plus importantes et destructrices de l'opération Toile d'araignée. Ce n'était peut-être qu'un prélude à quelque chose de bien plus grand à venir. Les spéculations sur les inquiétudes des stratèges militaires russes concernant de nouvelles frappes montrent l'impact considérable de l'opération Toile d'araignée. Même au plus haut niveau, dans les couloirs du Kremlin lui-même, il est probable que le président Poutine et ses plus proches collaborateurs partagent des inquiétudes similaires. Ces inquiétudes pourraient finalement pousser Poutine à retourner négocier, sûrement dans une position bien plus affaiblie. Ou il pourrait devoir finalement accepter des conditions de cessez-le-feu qui favorisent l'Ukraine plutôt que la Russie. Pour l'instant, les Russes continuent d'attaquer, mais ils doivent désormais rester sur leur garde, attendant et observant pour voir où et comment l'Ukraine frappera ensuite. Maintenant, découvrez comment les innovations ukrainiennes dans la technologie des drones changent le visage de la guerre telle que nous la connaissons. Ou lisez notre analyse détaillée sur la façon dont la Russie perd progressivement ce combat. Et assurez-vous de vous abonner à The Military Show pour des mises à jour quotidiennes sur le conflit en Ukraine et d'autres événements géopolitiques importants dans le monde.